Merci pour l'invitation, cher Henri-Jean. Merci à toutes et à tous pour participer à cette journée exceptionnelle. Alors, je ne mets pas ma casquette de gynécologue obstétricien, je mets ma casquette de coordonnateur d'un groupe qui s'appelle le groupe Access et qui a réfléchi aux façons d'augmenter le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un groupe international que je vais vous présenter. Alors, vous savez que le cancer du col, c'est un cancer qui est extrêmement invalidant et même en Europe et même en France, je vais vous le démontrer, on a une variation du taux de dépistage. Tout le monde sait ici qu'il faut faire un dépistage, qu'il faut faire une vaccination et un dépistage, je vais y revenir. Mais vous voyez que les variations, par exemple en Europe, varient de 12 à 79 ce qui est quelque chose de phénoménal. Et ils sont en baisse dans certains pays. Ils sont en baisse dans certains pays, dont des pays comme la Hollande ou l'Angleterre. Donc c'est un problème majeur. Plus le taux de participation au programme de dépistage est faible et plus la santé des femmes en pâtit. C'est-à-dire que moins une femme se fait dépister, plus elle va risquer de mourir d'un cancer du col de l'utérus. Et bien sûr, elles ont plus de risques de se présenter à un stade avancé de la maladie. L'histoire du cancer du col de l'utérus, c'est qu'il y a des phases précancéreuses où on peut faire un diagnostic et traiter à peu de frais, entre guillemets, c'est-à-dire sans faire une chirurgie radicale, sans faire une irradiation, une chimiothérapie. Et quand on intervient tard, eh bien effectivement, il est souvent trop tard. Et alors, il y a dans nos sociétés aussi, certaines femmes sont sous-dépistées pour diverses raisons, telles qu'une sensibilisation insuffisante, une éducation insuffisante, une difficulté d'accès ou des croyances culturelles. Donc c'est un véritable problème et on a essayé de réfléchir à ça et de proposer des solutions. Alors c'est vraiment un sujet de santé publique, hein, on ne parle pas de technique, de conisation, de curage, c'est pas du tout ça, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour améliorer la santé des femmes et partager des bonnes pratiques. Donc, la position du problème, c'est que même dans les pays à revenus élevés, eh bien, on a des programmes de dépistage et de vaccination qui peuvent éradiquer le cancer du col de l'utérus. Et le dépistage, c'est le moyen le plus efficace de réduire la charge de morbidité du cancer du col. Par contre, les taux de participation au programme sont en diminution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de développer des plans d'action nationaux avec des grandes variantes, bien sûr. Si on prend l'exemple de l'Europe, évidemment qu'en Roumanie ou en Turquie, eh bien, on n'aura pas du tout les mêmes problématiques qu'au Portugal ou en Islande. Sensibiliser les populations sous-dépistées, je vais vous montrer combien c'est compliqué, et puis améliorer l'accès au dépistage. Alors, c'est bon. Les recommandations de l'OMS, c'était la stratégie pour 2030 qui avait été édictée par l'OMS, c'était 90% de vaccination, 70% de dépistage, 90% de traitement des patientes. Le plan formulé par l'INCa, l'horizon 2030, c'était 80% de vaccination et 80% de dépistage. Eh bien, vous voyez qu'on en est loin. Nous sommes à 5 ans de cette échéance. On en est loin puisque en Europe, on a 33 000 cas de cancer du col de l'utérus et 15 000 décès. 15 000 femmes meurent chaque année de cancer du col de l'utérus. Et si on prend l'exemple de la France, eh bien, on a 200 000 tests anormaux chez les femmes qui font des tests, évidemment, 32 000 lésions précancéreuses, un peu plus de 3 000 nouveaux cas et 770 décès. Donc, c'est des morts qui pourraient être évitées. Sans parler de la conséquence psychologique d'une prise en charge. Vous avez un frottis anormal, vous avez un coup de fil de la secrétaire, on vous redonne un rendez-vous pour une colposcopie. Vous avez un rendez-vous qui n'est pas le lendemain, évidemment. Puis après, on vous fait des biopsies, puis on attend le résultat des biopsies, puis on attend le rendez-vous pour vous donner le résultat et savoir ce qu'on va faire. Donc, c'est une affaire qui n'est pas simple. Alors, l'idée, c'est de réduire, bien sûr, la mortalité, la morbidité de ces prises en charge. Et il a été démontré que le risque de mourir d'un cancer du col de l'utérus est réduit de 92% quand on fait un dépistage régulier. Oui, c'est quand même phénoménal. On a un outil, il suffit d'y aller et on n'y va pas. Et vous voyez qu'en France, sur la période 2020-2022, il y avait que 60% des femmes ciblées, donc de 25 à 65 ans, qui ont été dépistées. Ça veut dire que 40% des femmes, chez nous, n'ont pas le dépistage auquel elles devraient avoir droit et pouvoir bénéficier. Donc la vaccination est extrêmement importante, on n'oppose pas les deux, il faut vacciner les jeunes gens, les garçons et les filles. Vous avez suivi les recommandations concernant le dépistage entre 11 et 19 ans. Vous savez aussi que vient d'être acceptée une extension de la vaccination jusqu'à 26 ans. Alors le temps que ça se mette en route, on est dans un endroit séculier ici où les choses se décident. Mais je sais que ça prend un certain temps en France, mais disons qu'à la fin de l'année ou en 2026, ça sera acté. On pourra étendre le dépistage jusqu'à 2026 puisqu'il y a eu beaucoup de laissés pour compte, notamment avec la vaccination Covid. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de jeunes gens qui n'ont pas pu être vaccinés.
avec la crise Covid, pardon. Alors après, il y a le problème du sous-dépistage, qui est un problème majeur. Alors là, on peut étendre au monde entier, on peut étendre au Burundi, aux pays en voie de développement, à cause d'obstacles géographiques, d'obstacles linguistiques, mais y compris chez nous. Et on a des populations qui sont sous-dépistées. Et puis, il y a des obstacles physiques et financiers, puisque tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes de soins. Il y a des grandes variations, effectivement, pour pouvoir accéder aux frottis en fonction des pays, y compris les pays européens. Juste un chiffre pour vous montrer le taux de couverture vaccinale en France. 2023, on n'a pas encore 2024. Les femmes, 55%, les garçons, 26%, sachant que ça a augmenté chez les garçons, puisque la recommandation a été promulguée très récemment, et donc c'est une histoire assez récente. Je vous rappelle que quand on veut un programme de dépistage, de vaccination efficace, il faut que 70% de la population soit vaccinée pour avoir un espoir que ça marche. C'est ce qu'on appelle l'immunité de cohorte, c'est-à-dire qu'il faut un pourcentage de la population vaccinée pour avoir une efficacité. Alors ça, c'est le groupe dont je vous ai parlé, donc j'ai la chance de coordonner avec une collègue qui est anglaise, et vous voyez qu'il y a des Européens, il y a des Nord-Américains avec des Canadiens et des US, et il y a différents types de professions. Il y a des représentantes de patientes, il y a des soignants, il y a des chercheurs, et tout ce petit monde a secoué un petit peu les réflexions pour essayer d'aboutir à quelque chose de concret et d'efficace. Alors, ça a donné lieu à un papier qui a été publié en juin 2024, donc il y a moins d'un an, dans le journal de la FIGO, la IJGO, avec ses principales recommandations. Donc, comme on est un petit peu limité en le temps, donc il y a bien sûr un endorsement de la FIGO qui soutient ce projet. Et donc, on a 6 points. Donc, vous pourrez à la fin, je vous donnerai le scan, vous pouvez accéder au papier. On va passer très rapidement. En gros, les principaux points, c'est élaborer des plans nationaux d'éradication du cancer du col de l'utérus. Donc là, c'est ici, c'est politique. C'est pas les docteurs. Les docteurs, ils obéissent, ils font, et les sages-femmes et les soignants, ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais il faut que le politique se détermine et prenne conscience de ce problème. Donc il faut des programmes ambitieux, il ne faut pas dire, bah oui, finalement, nous on se contente en France d'avoir 40% des femmes qui vont pas faire de frottis, puis on se contente d'avoir 770 femmes tous les ans qui meurent, et puis 40 000 conisations. Bah non, non, ça c'est pas bien. Ici, dans nos murs, il faut pas se contenter de ça. Donc il faut des objectifs de dépistage plus ambitieux. Ça passe bien sûr, et ça, quels que soient les pays, par l'éducation. Je vais y arriver. Donc, il faut des programmes de sensibilisation. Il faut des campagnes médiatiques adaptées au contexte culturel, c'est-à-dire qu'une communauté pakistanaise qui vit dans la banlieue de Londres, eh bien, on ne lui parle pas comme à une communauté roumaine qui vit à Lyon, par exemple. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes discours. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut l'éducation par les pairs, évidemment. Et puis, il y a une cible très importante, c'est de profiter de cette vaccination contre le papillomavirus, qui est quand même en train de prendre. On n'est pas les meilleurs élèves de l'Europe, loin de là, mais enfin, pour parler du cancer du col de l'utérus. Et comme on va avoir l'extension de la vaccination de 19 à 26 ans, et comme vous le savez, le premier frottis en France est à 25 ans, eh bien c'est une formidable opportunité. Si on vaccine des jeunes femmes qui ont 24, 25, 26 ans, de leur dire, le frottis, vous êtes à jour ou pas? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors après, il y a l'accessibilité. Ça, c'est très politique. Il faut faire des systèmes d'invitation. Vous savez que c'est très différent selon les pays, entre les pays nordiques, les pays du sud de l'Europe, etc. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des lieux différents du cabinet du docteur, du cabinet de la sage-femme, pour que les femmes puissent se retrouver. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure l'histoire des bars de femmes, là, et je pense qu'il faut faire des lieux neutres comme ça, où on dit, ben, je viens parler de contraception, je viens parler de MST, et puis tiens, si je pouvais faire mon frottis, ça serait pas mal. Voilà, et puis des campagnes d'information et de sensibilisation, et puis des financements appropriés, puisque bien sûr, selon les pays, les financements ne sont pas les mêmes. Alors, il y a le problème de l'autoprélèvement. On va s'arrêter une petite minute là-dessus, et je promets que je respecterai mon temps de parole ensuite. L'autoprélèvement, c'est une chimère, c'est quelque chose dont on est arrivé en disant, finalement, on a des femmes qui veulent pas se faire dépister, qui veulent pas aller voir un professionnel de santé ou une professionnelle de santé, c'est-à-dire en gros pas mettre un spéculum pour faire un frottis. Et donc on va faire de l'autoprélèvement. Vous savez que l'autoprélèvement, c'est très simple, c'est mettre un tampon dans le vagin, récupérer des cellules et puis l'enlever. Donc ça, a priori, c'est pas agressif. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte, il y a plusieurs expériences tests, que si on l'offre à toutes les femmes, eh bien, il n'y a aucune augmentation du taux de participation. On a 3 exemples. On a l'exemple de la Suède. Vous voyez que, en fonction des années, ben, il n'y a aucune augmentation. On a l'exemple de l'Angleterre où il n'y a aucune augmentation du taux de participation, ce qui veut dire que des femmes qui se faisaient faire un frottis font un autoprélèvement et ça n'augmente pas beaucoup. Et puis, on a l'exemple des Hollandais qui est la plus grosse cohorte et qui montre qu'il n'y a aucune augmentation du taux de participation.
Donc c'est pas aussi bien qu'on le pensait et voire même ça peut être dangereux parce que, vous allez voir qu'il y a, il y a des inconvénients à l'autoprélèvement. Premier inconvénient, il y a une baisse de sensibilité. La baisse de sensibilité, c'est que quand vous faites un autoprélèvement, eh bien, s'il y a une lésion, vous allez la diagnostiquer à 75 des cas. Donc ça veut dire 25 des lésions qui vont être perdues, qui vont être loupées quoi, par l'autoprélèvement. Pourquoi? Parce que c'est moins sensible. On comprend bien de mettre un tampon, de le retirer, ben, c'est moins sensible qu'un professionnel de santé qui va faire un frottis correctement. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point qui est extrêmement important, voilà, c'est que quand on a fait cette expérience aux Pays-Bas, qui sont pourtant des Nordiques, qui sont pourtant un petit pays avec une petite population plutôt beaucoup plus disciplinée que les Français et les Françaises, eh bien, il y a eu 70% des prélèvements, des autoprélèvements qui étaient des switchers. C'est-à-dire c'était des femmes qui avaient l'habitude d'aller voir un ou une professionnelle de santé, et puis qui disaient, oh bon, je vais pas me déplacer, je vais faire l'autoprélèvement. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'était pas que les populations cibles qui étaient normalement des femmes qui venaient jamais faire de frottis. Et puis, il y a ensuite le problème du suivi. C'est-à-dire, vous avez une population de migrantes, par exemple, vous dites, je fais de l'autoprélèvement, il y a un test positif, comment on la récupère? Eh bien, il y a des perdus de vue. Parce que même si on prend toutes les précautions en disant donnez-nous vos coordonnées, etc., eh bien, vous voyez que dans les séries, il y a une femme sur 5 qui est perdue de vue et qu'on ne va pas récupérer. Donc, c'est encore pire, quoi. On a dit, il y a une lésion, mais on ne sait pas où elle est. Voilà. Et donc, il faut aussi penser que quand on fait un prélèvement pour un frottis dans le cadre d'une consultation, on ne fait pas que ça. On peut parler de cancer du sein, on peut parler quand on a une femme qui a 55 ans, par exemple, qui doit bénéficier d'une mammographie, eh bien, on peut lui dire, est-ce que vous avez fait votre mammo? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que, vous voyez, on peut envisager d'autres situations médicales. Donc, c'est malheureusement pas la panacée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire qu'il faut probablement la réserver aux populations sous-dépistées qui iront jamais voir un professionnel de santé. Alors, le quatrième point de vigilance, c'était les professionnels de santé. Il faut les former, il faut faire des parcours clairs, des guides de bonne pratique, pas des diagrammes avec 25 000 flèches où personne ne comprend rien. Non, c'est simple. Le dépistage, c'est simple pour le cancer du col. Des dépistages compliqués, mais nous, c'est très simple. Et puis, mettre en place des incitations financières. Pourquoi? Parce qu'il faut que les professionnels de santé soient payés correctement. Il faut arrêter le bénévolat, oui, ben on va ouvrir le samedi de 16 h à 20 h, ça rend service. Ben, il faut que ces gens-là soient payés, c'est bien normal. Voilà, et puis il y a la défense des patientes et dans notre groupe, on avait des patientes, des représentantes de patientes. Donc il faut, favoriser, leur développement pour qu'elles puissent participer à l'éducation et à la sensibilisation et là aussi, ça passe par l'argent. Il faut allouer des fonds à ces organisations. Dernier point, les assurances de santé, ça c'est un problème très compliqué dès qu'on parle d'international et même, dans des pays non en voie de développement parce que vous le savez, au Canada, aux États-Unis, en Norvège, c'est pas les mêmes systèmes de santé. On est plutôt les moins mal lotis, je dirais, en France. Voilà, donc tout ça, c'est des réflexions générales. Il y a des bonnes pratiques qu'on cite toujours en exemple, comme la France, même si on n'est pas très bon dans le résultat, mais il y a eu l'association 1000 femmes, 1000 vies qui a été mise en place, qui est tout à fait remarquable. Et puis il y a le Canada, où ils ont dit, bon, bah, les Canadiens, c'est des anglo-saxons bienveillants, je dirais, un peu à la française, un peu socialisants dans le système de santé, si je peux me permettre cette extrapolation. Et donc ils ont dit, ben, nous, on fait un plan 2020-2030 et on met de l'argent. Et on y va, comme ils savent faire dans les pays anglo-saxons. Comme vous savez, ils ont fait en Australie pour l'endométriose, par exemple, etc. Et donc, leur plan, c'est 90, 90, 90. On veut 90% de vaccination en 2030, on veut 90% de dépistage en 2030 et 90% de suivi et de traitement pour les patients chez qui on diagnostique quelque chose. Donc, rendez-vous en 2030 pour voir le résultat. Mais c'est plutôt optimisant. Donc, faut mettre très haut les objectifs. Voilà, donc pour conclure, ce topo assez large, hein, vous comprenez bien, assez aérien, on sort de la consultation et de tel pays ou tel pays. Eh bien, ce qu'a fait ce groupe de travail, c'est de dire on veut interpeller les décideurs politiques et les autorités sanitaires, parce que chaque pays a ses spécificités, mais globalement, on a les mêmes problématiques à des degrés divers. Et il y a quasiment un an, on a eu la chance, notre groupe, d'être invité par le Parlement européen pour présenter ces projets et le papier n'était pas encore publié, donc ça aide pas quand l'article n'est pas publié. Maintenant, il l'est et donc on continue à travailler. Je suis très content je sais pas s'il y a des sénatrices, si je crois, je suis arrivé en retard, si madame vous êtes sénatrice, donc je suis très content d'avoir une sénatrice en face de moi et lui faire part de ces réflexions qui sont particulièrement importantes et je suis à votre disposition pour qu'on reste en contact si vous le voulez ensuite. Voilà, donc il faut poursuivre le travail
poursuivre la réflexion, travailler avec les politiques. Et si vous voulez récupérer l'article, vous scannez le petit code barre qui est là. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.